Bonsoir. Le chef de l'État s'est rendu en France. Le président Alassane Ouattara y a effectué une série de rencontres avec des officiels français. On en parle dans le Live Actu. Toujours dans l'Hexagone, après sa condamnation, Nicolas Sarkozy ne compte pas se laisser faire. L'ex-président français lui dénonce une profonde injustice contre laquelle il compte se battre jusqu'au bout. Nous y reviendrons. Et jeudi, c'est jour de décryptage dans le Live Talk en compagnie de nos experts. Nous passerons au peigne fin l'actualité de cette semaine. Il sera essentiellement question de la course à la présidence de la CAF, de la campagne pour les élections législatives prévues et qui auront lieu ce samedi et d'autres sujets que nous abordons en compagnie de Ryan Assi, Élisée Bologbeu et André Bois. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, c'est l'acte 4. Nous sommes jeudi de décryptage. Jeudi en compagnie de madame, mademoiselle Ryan Assi. Honneur aux dames, vous avez compris. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Oui, c'est très très bien. Les cheveux en arrière, les cheveux tirés, comme on disait. Voilà, tout à fait. J'ai retrouvé une chanson qui parlait de cheveux. Une chanson de Marc Lavoine qui s'appelle Les yeux revolver. Je vous la chanterai un de ces jours. Ouais. André Bois. Oui, bonsoir Brice. Bonsoir, très rarement vous voir. Oui, de ce côté-ci de la barrière. Ouais, vous n'êtes pas très souvent à droite. Bon, moi, je suis un peu éclectique. J'aime changer de position. Et même quand on veut me cantonner dans des camps, je fais en sorte de ne pas y être enfermé. Donc, vous n'êtes pas l'étoile polaire. Voilà. Question géographique. Sa culture, c'est ça. Élisée Bologbeu, comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver. Ben, content de vous voir. La dernière fois que je vous ai vu, c'était jeudi dernier? Non, je pense que le 21 février. Le 21 février. Il y a quand même quelques semaines. C'est passé très bien. Vite. Bon, on est très heureux de vous retrouver sur ce plateau-là. C'est partagé. Sur ce, mesdames et messieurs, on va entamer avec votre permission notre Live Actu. Live Actu qu'on démarre avec cette série de rencontres effectuées par le président de la République qui a séjourné ou séjourne en France depuis quelques jours. Une visite, comment vous l'appréciez, André Bois, cette visite? Oui, avant l'appréciation, il faut juste rappeler simplement peut-être pas le contexte, mais en tout cas le communiqué de la présidence de la République. C'est que le président Alassane Ouattara était en France. Il a rencontré dans un premier temps le ministre Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Ensuite, il a dîné avec le président français Emmanuel Macron. Alors, donc, voici ce que nous dit le communiqué, mais il précise quand même les sujets qui ont été abordés. Oui. Avec Jean-Yves Le Drian, on va parler donc de politique régionale, on va parler de politique bilatérale et de quelques sujets qui concernent justement la région. Mais avec le président Emmanuel Macron, on va aborder beaucoup plus une question sensible, le terrorisme, et des choses qui, évidemment, mobilisent et l'État français et l'État ivoirien. En tout cas, dans le communiqué, ils disent, André, qu'ils ont évoqué des questions régionales et internationales avec les deux chefs d'État. Donc, on va aborder ces questions dont vous parliez. Et puis, la fameuse question de la lutte contre le terrorisme. Terrorisme, bien sûr. Bien sûr, évidemment, parce qu'on sait que la France est engagée au Mali, dans le Sahel, avec la force Barkhane. Et dans la force onusienne, la MINUSMA, il y a un contingent ivoirien. Donc voilà, et on n'est pas étonné que les deux chefs d'État évoquent cette question, vu que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas épargnée par le terrorisme, etc. Donc, si je m'en tiens au communiqué, voici ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit impact sur la politique nationale à travers ce voyage? On pourra toujours en parler, mais bon, j'attends aussi que vous réagissiez sur le communiqué. Justement, j'allais dire que ce voyage intervient dans un contexte assez précis. Certains se demandent pourquoi, en période législative, le président de la République n'est pas là. Est-ce que ces questions étaient, on va dire, est-ce que c'était obligé de les aborder maintenant et peut-être pas après? On sait que le Premier ministre aussi, avec ses problèmes de santé, n'est toujours pas de retour. Est-ce que cette question a été abordée? On se le demande. Ça ne figure pas dans le communiqué. Et puis, donc c'est tout un contexte qui laisse se demander pourquoi est-ce que le président est parti maintenant. Vous pensez que le timing est trop parfait? Non, moi je ne dirais pas ainsi. Ce que je peux juste noter, c'est que quand même,
Pour ceux qui plus ou moins suivent un peu les agendas des chefs d'État, vous savez qu'un déplacement n'est forcément pas quelque chose qui a été inopiné. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend sur un coup de tête. Je pense que c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans l'agenda du chef de l'État depuis belle lurette. Certainement qu'on n'en a pas fait une large communication et c'est maintenant que cela est fait. Je voudrais pour ma part, vraiment au-delà des spéculations, qu'on reste vraiment sur les faits. Il est parti rencontrer un homologue, ils ont abordé des questions d'ordre bilatéral, ils ont abordé des questions d'ordre régional. C'est ce que nous dit le communiqué. Nous nous en tenons aux faits et puis après on verra. Élysée, journaliste professionnel avec un peu d'expérience, vouloir s'en tenir qu'à un communiqué, moi ça me... Non, c'est votre approche. il a d'abord dit qu'au fait. Les faits. Mais en fait, après les faits, parce qu'on est dans le domaine politique aussi, hein, même si c'est quand même les États dans le domaine politique, ou quand même, et puis dans la diplomatie, où on ne dit que ce qu'on a envie de faire savoir. Donc est-ce qu'on doit se résumer au dire pour considérer que c'est seulement ça les faits? Non, mais qu'est-ce qui pourrait paraître insolite ou nous amener à nous poser des questions pour que cette visite-là soit pas une visite? J'ai pas envie de naturel. est rentré ce soir. Il est allé il y a une semaine, je crois, vendredi dernier. Bon, c'est ça, vendredi dernier. Il rentre ce soir. On a le Premier ministre qui est en France. Il y a les élections législatives samedi. Donc son retour me fait penser qu'il fallait qu'il retourne à ce moment-là au regard de ce grand rendez-vous. Exactement. Et donc, s'il retourne par rapport à ce grand rendez-vous, je me dis que son départ là-bas aussi doit être quand même en lien avec la politique nationale. Donc le Premier ministre, d'aucuns me diront, est-ce qu'ils ne peuvent pas se parler au téléphone? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y avait une nécessité sans doute d'aller auprès du Premier ministre, de parler avec lui, de s'enquérir de ses nouvelles. Dit-on, c'est son fils. Donc moi, le fait qu'on puisse penser qu'il a pu rencontrer le Premier ministre durant ce voyage, moi, je pense que ça fait partie. Rencontrer, mais est-ce qu'il y est allé pour ça? Je pense qu'on peut se permettre. Élisée parlait de spéculation parce qu'à à un moment, ici ou ailleurs, chaque fois que le président était reçu ou les présidents sont reçus à l'Élysée ou pas, parce qu'à des moments, on a même spéculé en disant il y a des moments où Emmanuel Macron n'a pas voulu recevoir quelqu'un, c'était un signe de ce que les relations avaient un souci. Donc je pense qu'aujourd'hui, la spéculation a voulu qu'on s'interroge sur une visite qui pouvait être naturelle. Non, mais Brice, à ce niveau-là, moi, je voudrais plus rebondir sur ce que André a dit. En réalité, tout ce qu'André a dit, moi, comme je le disais, je dis on s'en tient aux faits. Parce que si tu veux ne pas t'en tenir aux faits, aller dans les commentaires, on suppose que tu as plus de précision. Si tu n'as pas plus de précision et que tu vas sur la base juste des suppositions, autant t'en abstenir. Parce qu'en allant sur la base des suppositions, surtout en plus que nous sommes dans une télé, nous sommes devant la nation, mieux vaut s'en tenir aux faits. Si on n'a pas plus d'informations précises qui peut nous permettre de comprendre mieux ou d'avoir plus d'informations sur cette visite, il est plus indiqué de s'en tenir aux faits, c'est ce que je dis. Mais tout homme, je pense, naturellement devrait penser que le chef de l'État n'aurait pas pu se rendre en France sans au moins passer voir son fils. Oui. Ça, je pense que forcément, c'est humain. Il a dû certainement aller le voir. Et comme on le dit, c'est plutôt privé, on n'a pas besoin d'en faire un large écho ou bien d'en parler dans la presse. Et tout ça, on n'en a pas force. Non. Quand même, c'est deux têtes de l'exécutif qui... Enfin, on revient encore sur ce débat. Mais il y a un contexte. En fait, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Il y a un contexte, en fait. Le Premier ministre n'est pas parti juste parce qu'il était en très bonne santé. Le Premier ministre est parti pour des raisons médicales. C'est ce que le communiqué nous dit. Aujourd'hui, personne ne peut dire à cet instant précis quel est l'état actuel de sa santé. Mais c'est pas ça le débat. Non, je viens. Je vais dire pourquoi je suis en train de le dire. Personne ne sait l'état actuel de sa santé. À supposer qu'on dise que le chef de l'État soit parti le voir et tout ça qu'on ait communiqué dessus, mais on voudrait bien aller au-delà de simplement le voir parce qu'on se dirait quand même qu'est-ce qui a été dit, dans quelle situation il est, dans quel état. Peut-être que le juge a ce moment précis de ne pas communiquer dessus. C'est son droit le plus absolu. Ça, on ne peut pas lui en vouloir. Non, mais la question, c'est pas d'en vouloir ou pas en vouloir. Je veux dire que quand on parle des personnalités, c'est un débat qu'on a eu ici la semaine dernière. Je pense que chaque fois qu'on parle de la gestion de l'État, on parle de la chose publique, il y a un minimum de communication. Pour moi, je pense que si nous tous, nous subodorons qu'il a pu rencontrer le Premier ministre, je me dis qu'à un certain moment... Mais moi, je suis convaincu qu'à sa descente d'avion, s'il y a un point de presse, des journalistes poseront la question au président de la République. Vous avez rencontré le président Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, mais vous avez certainement eu des nouvelles du Premier ministre. Je présume exactement. Surtout que ce n'est pas le premier voyage du président Ouattara depuis qu'il est élu, parce qu'il n'avait pas été reçu depuis qu'il a été élu par le président Macron, mais ce n'était pas son premier voyage en France. Il y est allé plusieurs fois. Donc je pense que
là... Mais dans le cadre privé, en fait. Dans un cadre privé, Oui. voilà. Mais là, repartir dans ce contexte-là, avec un Premier ministre qui n'est pas là, avec un calendrier électoral, un agenda électoral qui arrive, il y aura beaucoup de recompositions d'ici, j'allais dire, le 8 mars, puisque après cette élection, ceux qui sont élus, ceux qui ne seront pas élus, il y aura forcément des choses. Donc je pense que, imaginez, ou en tout cas selon les sources aussi, puisque tu veux que j'en parle, imaginez qu'il ait pu rencontrer le Premier ministre, ne me paraît pas quelque chose d'incongru. Parce que c'est non, personne n'a parlé d'incongruité. Ce serait vraiment naturel qu'on puisse imaginer que le président ait rencontré le Premier ministre, même pour aborder ces questions de santé, pour s'enquérir de son état de santé, d'une éventuelle date de retour qu'on ne connaîtrait pas. Mais il faut savoir que le Premier ministre n'a pas les yeux fermés aussi sur la situation actuelle politique en Côte d'Ivoire. Il s'est même exprimé. Il s'est même exprimé à travers les réseaux sociaux. On a pu voir un communiqué où il appelait justement à des élections apaisées et tout ce qui s'ensuit. Donc on pourrait aussi supposer que s'il y a eu rencontre, il y a éventuellement eu à aborder des sujets concernant la situation politique en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ça va de soi. Je pense que c'est Brice qui en réalité, a eu le mot juste. Hein. Ouais. Le chef de l'État, de toute façon, à sa descente d'avion, il va être interrogé par les journalistes. Je pense que c'est forcément une des... qui fait des points de presse. Oui, ça aussi, c'est pas faux non plus. Mais je pense que ça sera certainement une des questions qui sera posée si d'aventure il y a un point de presse. Voilà. Sinon, en tout cas, en termes d'analyse politique, moi, je pense que ce voyage-là s'inscrit quand même dans un agenda qui est avant tout national. Je pense qu'il n'est pas essentiellement international. Très bien. On va aborder un autre point, puisqu'on est en France, on y reste. Ouais. On aborde une question, celle-là concernant la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors, la condamnation de Nicolas Sarkozy... condamné à 3 ans de prison dans un ferme. Un ferme. Et bon, donc on peut rappeler historiquement que c'est la première fois qu'un chef d'État français est condamné à de la prison ferme, parce qu'il y a eu déjà de la condamnation, mais la condamnation en sursis, c'était Jacques Chirac. C'est ça. Et c'est d'autant plus grave que ce qu'on doit savoir, c'est qu'en fait, Nicolas Sarkozy est accusé, dans le cadre d'une écoute, d'avoir voulu influencer justement des juges, et donc a promis justement à un juge, à Zibert, une nomination en échange d'informations sur une affaire qui le concernait. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy est très remonté. Pourquoi? Simplement parce que les juges disent que Nicolas Sarkozy n'a commis aucun acte, enfin dans les faits, il n'a pas commis d'acte qui devrait le condamner. C'est-à-dire, il n'a pas commis d'acte. Mais ils disent qu'il y a des faisceaux qui laissent penser. Donc, ça veut dire que là, qu'on soit en France et qu'on dise qu'on condamne quelqu'un sur la base de faisceaux d'indices, c'est vrai que, bon, au pénal, on dira toujours au pénal, enfin, on condamne, il arrive qu'on condamne les gens sur des faisceaux d'indices. Parce que si vous êtes très souvent avec un trafiquant de drogue, le jour où on le prend, ben, on va penser que vous bénéficiez de ces largesses, même si dans les faits, on ne vous a pas vu prendre des choses. Mais là, quand même, condamner quelqu'un sur la base de faisceaux d'indices, sachant que le vrai problème, et je vous cède la parole là-dessus, c'était qu'il avait fait une promesse de nomination à un juge à Monaco. Le juge n'a pas été nommé. C'est ça. Donc, finalement, c'est quoi l'acte délictueux qu'il aurait commis ici? Je pose une question de compréhension simple. Si j'essaie de vous corrompre et que je n'y arrive pas, est-ce que je suis condamnable pour un acte de corruption, par exemple? Oui, mais vous êtes condamnable, mais là, il y a un fait. Là, il y a quelque chose. Non, il a essayé? Non, mais non. Il n'a pas nommé. Pourquoi? Non. Pour qu'on dise qu'il a essayé, il faut que ça déjà, essayer, ça relève d'un fait. Palpable. Essayer, c'est dire, écoute, est-ce que tu peux faire en sorte que le directeur général de telle société m'obtienne un marché? Et le gars, il refuse. Mais sauf qu'il y a eu des écoutes qui n'ont pas démontré qu'il a dit d'obtenir. C'est ça le truc. Une chose est sûre, Nicolas Sarkozy, je le cite, parle de profonde injustice et il entend se battre jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Et il dit même être victime d'acharnement judiciaire. C'est des mots qui sont assez forts. Il parle d'une profonde injustice. Donc ça montre qu'il se dit vraiment innocent et il le proclame haut et fort. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça met en cause... on sait que les élections
élection arrive, celle de 2022, il pourrait être un candidat naturel Non, là, pour il a la dit- droite. là, il a dit- Oui, mais clair. même s'il veut fermer, même s'il dit tourner la page, on ne dit qu'il sait n'est pas jamais en candidat. politique, même si à la VAR, on ne sait jamais en politique. ça. Est-ce que ça poserait problème? C'est la question que je me pose. Ouais, Et est-ce que ça déjà, impacterait, les juges ne lui ont pas enlevé ses droits civiques, donc en principe, ça ne devrait pas poser problème. Alors, Donc, on sait qu'il a il aussi est- d'autres affaires judiciaires en cours. C'est ça. Donc, des affaires judiciaires sont toutes différentes. Mais est-ce que, justement, s'il est vraiment condamné, bien sûr, là, il fait appel, mais si Ouais. jamais il est vraiment condamné et que c'est vérifié, est-ce que ça jouerait aussi sur le verdict? Bien sûr, mais politiquement même, ça jouerait, parce que ce serait compliqué que les électeurs, voilà, j'allais dire, Accorde la s'engagent pour un candidat qui a été condamné par la Dont justice. l'avenir n'est pas... Tout à fait. Donc, N'est pas certain. même s'il ne fait pas de la prison, parce que je ne pense pas que ça va arriver, mais déjà politiquement même, ça pose un problème. Parce que voilà, il y a une éthique en politique, et forcément, Jacques Chirac, il a été condamné, après, il n'était plus président. Enfin, voilà, donc c'est pas... Moi, ce que je note, ce que je note à la suite d'André, c'est que certains pourraient dire, enfin, parce que de mémoire, aucun chef ou ancien chef d'État français n'a autant subi de procès que Nicolas Sarkozy. Et il y en a un à ça venir, fait hein. 10 ans pratiquement qu'il est dans les arcanes de la justice. Il y en a un, il y a l'affaire Oui, Big Malion. c'est enfin, ça. oui, qui est- Il devra comparaître, je pense, le il doit 17 comparaître, mars. Voilà, bientôt Ouais. le 17 mars. Mais il n'y a pas un chef d'État qui a autant eu à faire Est-ce la que c'est justice parce qu'il Nicolas justifie le Sarkozy. fait qu'il évoque des questions d'acharnement? Oui, acharnement aussi, parce que, je te laisse là-dessus, c'est que pendant la présidence Sarkozy, ça a été vraiment la tension avec le monde de la justice. À un moment, il a parlé de petits pois, pour C'est dire ça. qu'ils étaient tous, ils se ressemblent, nul n'essaie de faire les choses différemment. Donc les juges ont une sorte de dent contre lui, et, enfin c'est ce qu'il dit. Mais sur ce dossier, il a été clair à travers ses interviews, une interview au Figaro et l'autre sur TF1, il a été clair pour lui, il ne parle pas de vengeance des juges, mais il pense qu'il n'est pas regardé comme un justiciable classique de la part des juges. Bon voilà, donc ça veut tout dire. Bon, en tout cas, son avocate affirme qu'il va faire appel. Oui, il a fait appel. Voilà, il a même fait appel et on va suivre de très très près le déroulement de ce dossier. Je vous confie cette tâche-là, Rihanna. Ah, je suis ce dossier. Très très bien. Pour notre premier point de décryptage, il est question de législative 2021 en Côte d'Ivoire, à la bataille à tous les niveaux, déjà des circonscriptions électorales à surveiller, hein, permettez-moi l'expression, Yopougon, Agboville, Port-Boué, Plateau, Koumassi, Grand Bassam, Yamsokro. En tout cas, déjà, il faut annoncer Toumoudi, beaucoup de circonscriptions. voilà. Mais déjà, il faut annoncer, concernant l'ambiance de ces législatives-là, vous les trouvez, comment vous l'appréciez cette ambiance? En tout cas, les candidats sont très actifs en termes de communication. On les voit sur le terrain, on les sent. C'est comme je disais, cette semaine, ça nous avait manqué, cette ambiance très démocratique, ce jeu démocratique, on va dire, là où tout le monde essaie de défendre sa place. Mais justement, est-ce que entre la ferveur ou l'engouement des candidats ou l'action des candidats, est-ce qu'on ressent une certaine ferveur au niveau de la population? Parce qu'on peut voir des gens en train de s'agiter et puis la population, elle se dit, bon, écoutez... Non, si on veut dire ça, pour réagir sur ce que Brice, tu dis, on dirait juste qu'on va attendre dans les urnes pour faire le constat. Mais je rejoins Rihanna là-dessus, je dis mais simplement pour dire que effectivement, si on parle de ce qui s'est passé lors de la présidentielle, là, il y a une ferveur. Voilà, les candidats font des parades, font des grands meetings, ils parlent même de giga-meetings. Le porte-à-porte fonctionne, dans les quartiers, voilà, il y a leurs candidats. Donc oui, la campagne pour moi est... Est-ce que vous avez l'impression que les populations se sentent concernées par cette campagne? Oui, mais moi je pense que les populations se sentent concernées. Rien qu'à voir la ferveur en fait, qui s'est emparée plus ou moins des différentes populations. On sent lors que des meetings, vous voyez que les gens sortent? Oui, les gens sortent lors des meetings, on voit que les gens sortent, on voit que la population répond. Mais cela, ça s'explique en fait. Comme je le disais, déjà le fait que cette élection donne cet aspect inclusif, où tout le monde participe, ça donne quelque part déjà... si vous voulez, la caution de la population à ces élections-là, en fait. Donc, tout le monde se sent plus ou moins un peu concerné. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas participé à des élections durant plusieurs années
se disent que voici voilà l'opportunité, voilà pour nous de nous exprimer, voilà l'opportunité peut-être de vivre l'ambiance électorale et tout ça. Donc on constate une faveur. Mais c'est plutôt au niveau des candidats, peut-être que parfois on assiste vraiment à des scènes parfois loufoques. Non, bon, pas le choix des candidats, non, mais leur choix de campagne, je veux voilà, dire. leur choix de campagne, leurs attitudes sur le terrain et tout ça, on assiste vraiment à la prochaine question. Justement, vous regardez, ils usent de techniques diverses pour pouvoir séduire les électeurs. On en parle un tout petit peu, si vous voulez. Oui, mais il y a technique et puis il y a technique. Je veux qu'on commence par parler de... Celle que vous apercevez, par exemple, à l'image, André. Ce qu'on on voit Yasmina Aounien dans un taxi communal. Dans un taxi communal. Ben voilà, ça, moi je pense que... Bon, la première question que je me suis posée, pardon de vous arrêter André, la première question que je me suis posée, moi, en voyant ces images-là, c'est pourquoi maintenant ? Le pourquoi maintenant, parce qu'on est en campagne électorale. Enfin, la question elle est là. Non, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ce que la population attend comme proximité ou est-ce que la population attend qu'on traite des vrais problèmes qui la concernent? Est-ce que la population a envie qu'on vienne monter dans un woro-woro avec elle, ou est-ce que la population a envie justement qu'on lève le panier d'achat du consommateur? On imagine qu'elle n'y monte que pour les besoins de la campagne. Et la population le sait. La population le sait. Non, mais c'est pour ça que la réaction pas que la question que tu poses n'est pas pertinente, mais ce qu'elle dit, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, le peuple, ou en tous les cas les électeurs, vont prendre ça pour Est-ce qu'ils se laissent séduire par ce type d'artifice? Parce que c'est de l'artifice, ça reste de la communication. Mais ça veut dire que déjà même quand on est en campagne, je veux dire que tous les jours, on n'a pas les affiches des hommes politiques dans la ville. Déjà même que ça, c'est de la communication sur sa propre personne. Aller maintenant à choisir ce moment-là pour vivre les situations de la population, enfin, je pense que dans tous les pays, c'est des moments comme ça que les gens, les hommes politiques aiment. Ils se disent que c'est le moment où ils vont aller au contact du peuple et des choses comme ça. Mais il y a contact du peuple et contact du peuple. Voilà, aller prendre un taxi Woro-Woro, enfin ça ne me semble pas être aller porter, on le voit avec le ministre Billon qui porte, je ne sais pas, il allait au puits. Enfin, c'est tellement caricatural que moi c'est au-delà même du populisme. Moi j'ai envie de dire que quand c'est too much, la population se sent un peu bernée, donc ça l'amuse limite, parce qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Elle sait que ce n'est pas vrai. Moi je pense que sociologiquement aussi, il ne faut pas perdre de vue en fait que les populations généralement, quoique elles savent que c'est du cinéma ou bien que c'est du théâtre et que quand il leur est servi, elles prennent plaisir à ça quand même parce que elles voient ces hommes politiques-là généralement à la télévision, ces hommes politiques un peu loin. Donc le fait que cette personne-là soit à côté, c'est aussi un élément de plaisir pour ces populations elles-mêmes. Mais faire du porte-à-porte, c'est déjà même suffisant. C'est vrai qu'elles savent que la personne est dans une logique électoraliste, voilà, dans une logique électoraliste. Mais en même temps aussi, comme je le dis, elles voient la personne dans leur quotidien, à côté d'elle, quelque part, ça apporte un certain soulagement. Mais ça ne suffit pas. Non, je poursuis, voilà, mais ça ne suffit pas en fait. Ça veut dire, moi, je dis qu'il faut qu'on pense la politique autrement en fait. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que tout le monde ne réfléchit pas et que quand on arrive aux joutes électorales, tout le monde... C'est automatiquement la stratégie. Exactement. Dans un atelier de couture, monter dans un Woro-Woro. Exactement. Ou bien jouer un match de football avec les gens. Et puis si vous permettez... Donc arrivé à un certain moment, il faut qu'on puisse comprendre que... C'est pourquoi je dis que est-ce que nos leaders politiques ont une vision? Parce que si on a une vision, on sort de ces schémas caricaturaux. Et justement, quand moi je regarde cette affiche où je vois Billon en train de transporter ce seau avec l'enfant au milieu, il faut faire attention à ce qu'on communique à la population. L'enfant n'a rien à voir sur cette image. Ça devrait être lui qui aurait mis l'enfant à part, parce que l'enfant est censé être à l'école. Il n'est pas censé être en train de l'aider justement à porter ce seau. Il faut faire très attention. Même si l'enfant n'est pas à l'école, on peut quand même penser que ce n'est pas la place d'un enfant. Justement. Voilà, donc, et donc il faut faire très attention à comment on véhicule ce message. Je sais que ce n'était pas l'intention. Mais même au-delà de l'enfant, même lui, dans une telle tenue pour quelqu'un qui va au puits, tout de suite on sait que c'est pour les besoins de l'image. Non, tout de suite on sait que c'est pour les besoins de l'image. D'accord, mais c'est l'acte même qui pose problème. Je veux dire, quand on aille, le porte-à-porte, je vous parlais de ce qui se passe à l'étranger, le porte-à-porte aux États-Unis, Barack Obama prend son téléphone durant la campagne pour appeler Joe Biden, je dis qu'ils ne le font pas tous les jours. Parce qu'évidemment, quand on est en campagne politique, il y a une attitude de campagne, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher aux hommes politiques de faire campagne. Mais il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on ne devrait pas aller se retrouver comme ça dans un taxi communal, juste. Je trouve que voilà, nos communicants sont quand même
fort pour proposer des choses comme Bah ça. oui, moi, d'ailleurs, j'étais le propriétaire de ce véhicule, je ne vous montez pas. Voilà. Je vous ai jamais vu. Et puis on s'en lasse. Ça n'a jamais été ma cliente. On s'en lasse de voir cette stratégie, parce qu'on l'attend maintenant, à chaque fois qu'il y a des élections, on sait très bien que les hommes politiques feront ça, donc ça devient un peu caduque. Techniques. Il y a la technique de l'affichage, Ouais. de la proximité, entre guillemets, il y a la technique des dons. Hein, Mais ça, justement, on va y arriver. on va y arriver. On peut en faire des reproches, ou un reproche, si vous voulez, mais ce n'est pas illégal. Ce qu'ils font, Non, c'est pas illégal. c'est une communication, soit elle est mal pensée, ou elle est... Voilà. elle laisse Non, à on parle désirer. d'éthique. Ok, On est parle d'accord. d'éthique. Mais non, même là, moi, je ne parlais même pas d'éthique pour ça. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose que je condamne, mais qui reste, malgré tout, légal. Mais l'autre côté, des dons, pendant les élections, mais c'est de l'achat de conscience, voyons. Moi, je sais que, par exemple, dans un pays frontalier, par exemple, ils avaient décidé qu'on ne donnait plus de t-shirts et de casquettes. Mais ça, et c'est de au Burkina gadgets. Faso. Au Burkina Et Faso. ça a été sauté récemment avec la dernière campagne présidentielle. Mais c'était dans la culture. On ne fait pas de pagne, on fait pas de... C'est tous ces gadgets qui, finalement, sont des éléments... Il faut qu'on le dise, le mot est bien là, c'est un peu de la corruption. C'est ça, achat de conscience. Parce que je te file un t-shirt, là même on fait des boîtes d'allumettes, ça court, Du chocolat. du chocolat, enfin voilà. Je veux dire, d'accord, il y a des gadgets de campagne, mais après ça devient tellement systématisé que tout notre système même est gangréné par ça. Et même Ça, tout c'est leur- dommage. tout- Mais Élysée, Moi, tant qu'on reste sur les gadgets, comme on le dit, les t-shirts et autres, tout ça, je pense que ça rentre dans une logique de branding. Même les entreprises privées, quand elles veulent faire des campagnes, elles font des gadgets, il n'y a pas de souci. Mais là où moi j'ai un véritable problème, Les dons faramineux. c'est la nature de certains dons. C'est-à-dire quand tu regardes des dons qui sont faits, tu sais qu'au regard des moyens du donateur, ce n'est pas possible. Avec un fonds propre, surtout qu'il occupe une responsabilité administrative en Côte d'Ivoire, ne peut pas réaliser ces dons-là. Non, S'il n'a pas je voulais vraiment être non, en non, je désaccord avec viens. toi S'il sur ce point. Non, si. S'il revient, non, on voit des estimations, on voit un certain nombre de dons. Il faut qu'on soit réaliste. Ces dons, et puis quand on regarde le timing de ces dons, comme je le dis, mais ces dons-là, quand tu les regardes, tu vois le nombre, tu vois l'impact financier de ces dons. On ne peut pas dire que ces dons-là ont été donnés avec un budget qu'on a préparé pour une campagne, surtout quand on sait un peu les coûts de ces dons-là en réalité. Oui, mais moi, moi, je me dis non, quelque moi, chose. Élisée, tu Non, m'as je sorti. viens. En 15 secondes. Non, je viens. En 15 secondes, laissez-vous terminer. D'accord. Et comme je dis, quand on occupe une responsabilité dans l'administration publique, ça je le dis toujours, c'est un élément qu'il ne faut pas aussi perdre de vue. Très bien. Non, moi, évidemment, je partage son avis sur l'utilisation des biens publics abusivement, des détournements de biens publics. On est d'accord là-dessus. Mais je dis, si Élysée veut me faire dire qu'on est scandalisé juste par rapport à l'ampleur des dons, je dis non. Même que une certains- boîte d'allumettes, pour moi, parce que dans d'autres pays, permettez-moi souvent de citer, je dis toujours comparaison n'est pas raison, mais dans d'autres pays, pourquoi on fait des plafonnements en termes de campagne électorale? Bien sûr, c'est ça que je parle. Justement, c'est ça qui... Non, je veux dire, il faut à un moment l'équilibre ou l'équité, même dans le financement des activités politiques. Ce n'est pas une question de... Si lui, il met 150 millions dans une campagne électorale, Et 150 millions, ça peut acheter, je ne sais pas, combien de motos... Mais André, je suis Non, en train de sais, parler de non, 150 non, millions. Ce dont non, je te non. parle là, Non, on Élysée, est en train de parler de plusieurs milliards de laissez-moi francs finir. CFA. On n'est pas en train de parler de plusieurs millions de francs CFA, parce que rappelle-toi tout à l'heure, tu m'as dit, quand tu n'as pas le montant, quand tu n'as pas les faits, Les tu n'as pas informations la exactes. situation, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont fait des dons, on les a vus, il y a un certain nombre de candidats, tu ne peux pas me dire là, aujourd'hui, que tu connais la facture de ce qu'ils ont déployé. Donc ne me dis pas ça, c'est pas ça la question. Il peut bénéficier d'un soutien de Voilà. partenaires extérieurs. Donc je veux dire simplement que ce qui déjà compte, au-delà du montant qu'on peut imaginer, ici je te concède ça, mais c'est qu'il y a une vraie question. C'est qu'on n'a pas à sortir des objets ou quoi que ce soit pour appâter les Mais électeurs. vous Et dites ça, des c'est objets, vrai. André, vous parlez de moto, vous parlez de... Mais il y a des moments où, Mais même à quelques jours de la campagne, les gens viennent ériger un puits qui n'existait pas depuis quelques années. On fait des puits, on construit, même on fait des dons d'ambulances. Oui, mais Donc, c'est- Pourquoi attendre ce moment pour le faire? Non, mais C'est là, ce non, qu'André mais dit, on revient à la c'est question dans de Brice. l'intention d'achat de Oui, conscience. c'est de l'achat de conscience. On revient à la question de Brice. Je vous disais que votre question n'était pas, j'allais dire, était plutôt pertinente, même si pour moi, elle ne correspondait pas à la question. Mais pourquoi à ce moment? Parce que
On veut corrompre l'esprit des gens. Et ça, on a la réponse. Et ce qui est dommage... Et moi, je reviens à Élisée pour dire justement, est-ce que quelque part, la population ne se rend elle-même pas complice de ces genres de pratiques-là? Parce qu'elle aime ça finalement. Non, pas qu'elle aime ça, elle n'a pas le choix. Non, Brice, de toi, moi, tu as besoin d'une pompe villageoise dans ton village pour que les femmes aient de l'eau potable. Oui. Et quelqu'un te donne l'opportunité de la voir, même si c'est en période de campagne. Et tu vas l'accepter parce que c'est un besoin qui est là. Les populations, elles n'ont pas le choix. Vous avez cette vidéo qui avait tourné de ce vieil homme qui avait refusé de... Oui, c'est ça au Cameroun. Donc, pour s'échanger là-dessus à propos de la population, c'est bien pour ça que chaque fois je reviens, c'est toujours la même rengaine, je le dis, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la force publique de dire qu'on va mettre des règles d'équité. Je suis d'avis. Parce qu'évidemment que moi, excusez-moi, je suis en train de vous faire des gros discours, mais je pense que si je vais, devant moi, quand je trouve un candidat devant chez moi et qui veut payer ma facture d'électricité alors que j'ai une facture de machin, excusez-moi, je pense que je vais céder. C'est une façon de vous dire que nul n'est à l'abri. Vous allez céder parce que vous avez voté pour lui? Non, mais je pense que je ne vais pas céder. Mais c'est une façon de vous dire que, voilà, tout le monde... Mais à un moment, elle se pose la question. 10 en tout cas. Bon, voilà. Tout le monde se pose la question. C'était une boutade. Tout le monde se pose. La question est ça. Donc, il faut qu'à un moment, de façon collective, on s'assied en Europe. Mais évidemment qu'il y a des gadgets. Mais c'est les militants qui cotisent. C'est de l'argent du parti politique. C'est pas juste un monsieur qui se lève un matin, qui est très content, qui va, parce qu'il a beaucoup d'argent. On me dira qu'on est dans un contexte ivoirien. Mais améliorons cette situation. Mais c'est à cela que tu me rejoins. C'est pourquoi je dis, vous voyez, c'est un peu indécent quand on a une certaine responsabilité dans l'administration publique et qu'on procède à de tels dons. Parce qu'on devrait dire, par exemple, c'est pas forcément lié à l'administration publique, même si c'est quelqu'un du privé. Pour moi, je pense, pour être honnête, en termes de propositions, ça je le dis sur le plateau ici, pour moi, il serait bien peut-être que dès cette prochaine législature-là, on puisse penser au plafonnement, en tout cas des campagnes électorales. Je pense que c'est quelque chose ça va amener une certaine équité dans la gestion même des fonds publics et de tout ce qui concerne les dépenses liées à la campagne. Nos propos sont dirigés. Je veux dire, je prends un directeur d'une entreprise publique qui fait des dons. Il y a aussi dans cette campagne, il y a des directeurs d'entreprises privées et de grands, on dit même qu'ils sont des milliardaires. Là aussi, il y a une rupture d'égalité. Et même cet argent qu'il prend, ce n'est pas forcément son argent, puisque de toutes les façons, il dirige une entreprise, ça peut être un abus de bien social. Donc forcément, la question du plafonnement est une question centrale. Nicolas Sarkozy, dit-on à l'époque, avait été soutenu par Kadhafi. Mais voilà, on sait que ça lui vaut aujourd'hui. Et en dehors de ça, été soutenu, enfin il est soupçonné. En dehors de ça, Brice, pour répondre à ta question, on ne peut pas du tout en vouloir à la population, parce que la responsabilité d'éduquer cette population à une vraie démocratie, à ne pas se laisser corrompre, mais à regarder au programme avant de pouvoir élire une personne à un poste de responsabilité, revient aux autorités. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tout ça n'est pas lié à de la pauvreté? Ah ben c'est bon, on revient sur la responsabilité des hommes politiques. C'est une question qui revient souvent. On a parlé de stratégie, je voudrais qu'on n'oublie pas vraiment ça. Première stratégie, on l'a dit tout à l'heure, on va faire des photos un peu comme ça, que tout le monde peut critiquer, mais en tous les cas, certains pensent que ça va. Mais là où nous tous on est d'accord, les dons, c'est pas possible. Mais un autre argument que certains utilisent, l'argument de l'ethnie. Ouais. Mais ça, il faut qu'on en parle. On est sur un plateau de télévision, sur une chaîne nationale. Des gens qui vont utiliser des arguments d'origine ethnique pour expliquer pourquoi on devrait les voter. Des arguments ethno-tribaux. On est où en là 2021, quand on est en train de parler de réconciliation nationale et de... Même quand on parle d'une nation, quand quelqu'un prend des arguments relatifs à son ethnie, mais même s'il est député, il ne vote pas une loi pour son ethnie, il vote une loi pour la nation. Vous voulez parler du Khalida Kouassi, par exemple? Oui. On regarde la vidéo. Il y a quoi à Lakota? Pourquoi c'est toujours nous? Jara Pelka, maire de Lakota, pourquoi? Sami Meri, maire de Lakota, pourquoi? Koulibaly Abdoulaye, député de Lakota, pourquoi? Madame Diabaté, sénatrice de Lakota, pourquoi? C'est bon comme ça. Voilà, on est venu tourner cette page-là définitivement. Si vous voulez que ça continue, montrez-nous que vous êtes capable de lire un Agotion à Dabakala. Que vous pouvez élire comme député un Seripa à Ogene. Si ce n'est pas le cas là, c'est bon comme ça. Donnez-nous notre tabouret, nous-mêmes, on va faire asseoir notre propre fille. C'est tout.
Il n'y a pas de jour dans ça, il n'y a pas de xénophobie dedans. C'est clair comme de l'eau de roche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un peu mais on ne parle pas seulement d'ethnie, on utilise des appellations qu'on assimile automatiquement à des ethnies, mais c'est diviser justement toute l'éthique. Je tenais à signaler que c'est un extrait d'une vidéo que vous retrouvez effectivement sur la page du concerné. Donc on est tombé sur la vidéo et ça suscitait des réactions. D'ailleurs, cette vidéo-là suscite des réactions sur les réseaux sociaux. Je voudrais faire une précision. C'est vrai qu'on a pris l'exemple de l'IDA, mais il faut que nos concitoyens et nos téléspectateurs se le tiennent pour dire. On ne dit pas là que c'est dans un camp. C'est des propos tenus par des dirigeants dans plusieurs camps politiques. Exactement. Et ça, on le dit. Mais c'est grave, déjà même ce qu'on vient d'entendre, et on entend certains de nos concitoyens aussi le dire. Mais qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre? Pour être élu ou pour être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. Point final. C'est-à-dire que si moi, M. Bois, je suis inscrit sur la liste électorale à Tafiré ou à Tiapoum, de facto, mais je peux être candidat à Tiapoum. Ce n'est pas lié au fait que je m'appelle, je ne sais pas quoi, Tonton Ça va de soi, ça va de soi. Et venant quand même souvent de personnalités comme Lida Kwasi, ministre de la République, qui tient ses propos, c'est grave. C'est grave. On ne peut pas laisser prospérer ce genre. C'est le vivre ensemble. Moi, je trouve même que c'est très noble pour quelqu'un qui est né dans une région. Et j'insiste, une région avec des parents qui ne sont pas originaires. C'est ça, c'est ces parents qui ne sont pas originaires. Si moi je suis né à Katiola ou parlons à Lakota et que j'ai grandi là, j'ai vécu là, j'ai fait l'école, j'ai tout fait, j'ai installé ma boutique à Lakota, mais je suis originaire de Lakota. Ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. C'est pas parce que mes parents viennent de Tiapoum ou de Grand Bassam. Et donc, à ce moment-là, j'ai des intérêts à Lakota. Pourquoi je ne peux pas être le représentant? Et puis c'est très noble de vouloir même être le représentant de notre communauté. Et de toute façon, si la population estime que vous êtes l'homme qui peut aider cette région-là à être plus développée, qu'elle vous donne ses suffrages, je ne vois pas pourquoi on en ferait des choux gras. Moi, je le dis honnêtement, quand j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, franchement, vraiment, je suis tombé du haut en fait. Parce que après 10 ans, après 15 ans, ce qu'on a subi en Côte d'Ivoire, qu'on tienne encore de tels propos, dans un discours de campagne. On n'a pas tiré les leçons de tout ce qu'on a vécu dans ce pays. Je qualifie ça, excuse-moi Brice, mais en fait, je trouve ça irresponsable. Mais à Lida, je ne peux plus poser la question. En ce moment qu'il annule toute la liste de FPI à Yopougon, de EDS, qu'il fasse annuler la liste de EDS. Oyen n'est pas originaire de Yopougon, Oyen n'est pas ébrié. Gbagbo n'est pas originaire de Yopougon, Gbagbo n'est pas ébrié. Pourquoi on n'annule pas la liste de Yopougon? La liste EDS de Yopougon. Mais ce n'est pas logique ce qu'il dit, c'est trop grave. Et pour être responsable d'une telle trappe, dit de tels propos, je pense que c'est condamnable. Mais est-ce que on n'a pas un peu l'impression sur le cas de Lida, parce qu'on a vu qu'un extrait d'une vidéo de 4 minutes, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir des propos d'un contexte? Brice, c'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos introductif, j'ai dit que c'est des propos de Lida capturés, mais il y a beaucoup d'autres dirigeants qui tiennent ce type de propos. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des gens qui disent dans leur village que moi je suis du village, votez-moi. Mais enfin, commençons déjà par parler des idées. C'est ça qu'on veut faire comprendre. Lida, c'est un cas aujourd'hui emblématique parce que ça a été filmé, mais l'émission n'est faite pas autour de Lida. Parce qu'il y a des propos et on peut les sortir. Si on fait une revue de presse, il y a beaucoup de candidats qui tiennent ce type de discours, qu'ils soient RHDP, FPI ou quoi que ce soit. Mais là, c'est grave parce que ça dépend de la personnalité qu'il dit. Et moi, je voudrais rassurer Brice, cette vidéo, ces propos qui ont été tenus, même s'ils ont fait 50 secondes, ne sont pas du tout sortis de leur contexte. Parce que moi, j'ai regardé les 4 minutes que la vidéo fait. Je pense même que là, on a atténué. Il y a eu des propos beaucoup plus graves. Mais ce n'est pas normal. Arrivé à un certain moment... Ce qu'on voulait dire, Élisée, c'est qu'à travers cet extrait-là, c'est à toute la classe politique que vous souhaitez passer. Bien sûr, il faut qu'on change le paradigme de notre argumentaire politique. Mais que ce soit un extrait ou que ce ne soit pas un extrait, tout le monde est d'accord que ces propos n'ont rien à faire dans un discours de campagne. On est tout à fait d'accord. Bien sûr. C'est limite l'incitation à la division. Que l'honorable Kouyaté était votre député et pendant 5 ans, il n'a proposé aucun projet de loi. Pendant 5 ans, il n'a pas animé justement une permanence du député dans la région. Et mais ceci, cela. On est sur des projets, on parle de développement. Mais ça a quoi à voir avec son origine? Enfin, s'il faut, peut-être que ce dernier-là, il donne du boulot
aux gens de Lakota parce qu'il y a une industrie. Enfin, c'est quoi? C'est finalement son origine a quoi à voir avec une circonscription dans laquelle chacun a des intérêts. Et quand je dis des intérêts, au sens noble, c'est-à-dire que je m'y sens, j'ai de l'amour pour cette région, je veux la voir se développer, je parle avec mes concitoyens, qu'ils soient d'Ida ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça a quoi à voir avec mon origine de vouloir défendre les gens? Au contraire, je trouve ça noble. Qu'on laisse ce qu'on peut appeler son supposé village et qu'on veuille participer justement à la prise de décision et au bonheur justement des populations avec lesquelles on a vécu. Et dans une région qui nous a tout donné, dans une région où on s'est épanoui, il y a quoi de... C'est normal. Le débat ici. Et encore une fois, ça revient à la question de dernier tour de table, messieurs, qu'on apprend. sur cette question. Et moi, dernier tour de table, sur une question, je veux vraiment que quelqu'un ivoirien, les gens qui m'entendent, fassent vraiment une seule publication d'une liste de quelqu'un qui était, je ne sais pas où, maire dans une ville. Genre, admettons, il est maire à Abidjan, à Yopougon, et il a soulevé tous ses biens pour envoyer ça dans son village, à Kanawolo ou je ne sais où. Parce qu'à un moment, il faut qu'on soit concret. C'est quoi la peur des gens que quelqu'un... Il se sent bien dans la région, il y investit. Est-ce que vous avez un cas d'école où quelqu'un, il vient de notre village, comme moi, il vient d'Abli-Bonikro, et parce qu'il est maire de Port-Boué, il a ramassé tous les biens de Port-Boué pour aller à Abli-Bonikro. Ça s'est passé où? Avant qu'on commence à nous fatiguer avec chaque fois cette même rengaine. C'est saoulant à la fin. Si on ne peut pas faire de la politique, on se retire. Merci André. Élisée? Oui, moi je voudrais, à la suite d'André, le dire franchement, vous savez, en fait, faut que les Ivoiriens même arrivent aujourd'hui à comprendre qu'on ne peut pas avoir subi tout ce qu'on a subi en Côte d'Ivoire et tolérer de tels discours. Ce n'est pas possible. Quand on sait ce que ce genre de discours a causé comme dégâts dans notre nation, on a même du mal actuellement à penser encore les plaies de tels discours. On ne peut pas aujourd'hui tolérer que pour une élection législative, on aille jusqu'à cette dérive. Moi, j'appelle ça une dérive. Et ce n'est même pas normal. Aujourd'hui, on accuse des gens, non, parce qu'ils sont originaires de tel, ils ne doivent pas être ici. Mais quand ces personnes étaient en train de bâtir, contribuer à l'économie de ces régions, vous étiez où? Souvent, ces personnes-là même ont beaucoup plus même de réalisations, ont beaucoup plus même de faits, ou bien d'apports économiques dans la région que même ces natifs dont on parle. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, on comprenne que la Côte d'Ivoire doit changer. On doit sortir de la situation d'État pour aller dans la nation ivoirienne. La nation ivoirienne, c'est un melting pot, c'est un mélange de tout le monde. C'est la richesse. C'est notre diversité, c'est ça qui fait notre richesse. Tant qu'on n'aurait pas compris ça, on ira toujours de travers. On va aborder un autre point de notre décryptage. C'est du sport et c'est l'élection à la CAF. Une issue déjà connue, hein, se posaient les observateurs. Une autour du candidat sud-africain proposé par la FIFA. Moi, ça me choque. Je ne sais pas pour vous. Oui. On est toujours choqué par... je ne sais pas comment je vais appeler ça, le fameux 2 poids 2 mesures. Ouais, parce que Jacques Anouma le dit, c'est un consensus pas trop démocratique, selon lui. Non, à la limite, qui est consensus? Le consensus lui-même, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est ce que le consensus doit venir des acteurs. Je suis en train de parler du 2 poids 2 mesures, c'est que, excusez-nous, mais la FIFA, depuis qu'ils existent, ce n'est pas la première élection qui arrive dans les confédérations de la FIFA. Excusez-moi, on ne les a jamais vus en train de proposer un consensus en Europe ou proposer un consensus en Amérique latine, où il y a de grandes fédérations et c'est des gens, c'est des pays très importants de football. Ils ne peuvent pas s'y mêler. Pourquoi c'est en Afrique? Et ça, pour le coup, c'est vraiment, la FIFA, de voir que de grands... J'ai vu excusez-moi de faire un peu le parallèle, j'ai vu de grands... des personnes influentes africaines se lever un jour parce qu'un médecin avait parlé d'une... Est-ce qu'on pouvait essayer cette histoire de tuberculose, Covid, enfin d'un truc un peu alambiqué? Ils ont fait des posts, machin, pour se plaindre. Mais c'est là qu'il faut se plaindre. Et là, c'est vraiment une ingérence. Mais ils nous infantilisent. Mais ça reste une proposition. Non mais, ça ne reste pas une proposition. Quelqu'un a parlé de proposition, ce n'est pas une proposition. C'est-à-dire que la FIFA ne fait pas de proposition à allons-y, ne fait pas de proposition à l'UEFA. Ne fait pas de proposition à la CONCACAF. Mais les acteurs sont libres de refuser. Encore que c'est du lobbying, que ça se passe sous les manteaux, j'aurais bien compris. Merci. Mais qu'il y ait une déclaration comme ça, qui est relayée par tout le monde. Non, déjà, ils n'ont pas fait de déclaration. Non, je veux dire quelque chose qui est su de tout le monde comme voilà, ça. Ils n'ont pas fait de déclaration, mais on peut penser que ceux qui en ont parlé dans leurs journaux n'étaient pas dans la salle. Bah oui. Parce que, justement, ils ont convoqué les différents candidats, dont Anouma, tout, et ils sont allés se retrouver en conclave avec le secrétaire général de la FIFA, et ils ont dit ça. Donc quand ils sortent de là, en fait, ceux qui sont bien heureux de communiquer, c'est ceux qui pensent que c'est une bonne action. Donc on peut penser que c'est la FIFA. Et donc là, soyons clairs, ils ont infantilisé l'Afrique. Ce n'est pas une proposition
Parce que si c'était des propositions que la FIFA avait l'habitude de faire aux différentes confédérations, on peut dire, OK, c'est autour de l'Afrique. Après, on s'intéresse à la personne vers qui la FIFA souhaite qu'il y ait, autour de qui la FIFA souhaite qu'il y ait consensus. Oui. C'est ce milliardaire sud-africain. Bon, avant même qu'on arrive à Motsepe, ce milliardaire sud-africain dont tu parles, moi je voudrais déjà dire que, vous voyez, Gianni Infantino, il a une manière de fonctionner qui pour moi est insultante, en fait, en réalité. Il n'est pas à son premier cas d'école. Hein. C'est lui qui a, lors d'une conférence, lors d'un sommet de la CAF, a proposé qu'on fasse la CAN 4 ans. Chaque 4 ans. C'est lui qui était venu parler de ça là. Et il a sorti des argumentaires dessus. Et ce jour, aujourd'hui, nous sommes victimes. Qu'est-ce qui vous a choqué Mais non, parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à lui de venir dire ce que les Africains doivent faire. Nous, si on veut jouer chaque 2 ans, on sait pourquoi on veut jouer chaque 2 ans, on sait ce que ça nous apporte, nous en tant qu'Africains. Il a juste à nous accompagner. Il peut faire des propositions, mais il ne peut pas nous traiter comme des personnes à qui il vient faire des injonctions. Et c'est ça que nous nous condamnons en fait. Mais là, aujourd'hui, dans son attitude, c'est cette attitude-là. Celui qui propose là, il est sud-africain, il est africain. Non, la question, ce n'est pas la proposition. Mais justement, mais pourquoi lui, il vient faire une proposition, lui, dans une élection de la CAF, lui en tant que président de la FIFA, pourquoi il vient faire une proposition? Qu'il laisse les Ivoiriens, les Africains choisir. Excuse-moi, on va sans doute... Non, je viens d'abord, je vais finir. Non, je vais finir rapidement. Voilà, comme je le dis, en fait, aujourd'hui, nous sommes victimes du bâton qu'on a donné à Gianni Infantino. Parce que lorsqu'il a commencé, quand il a pris même le pouvoir à la FIFA, quand il a commencé cette ingérence dans les affaires africaines, personne n'a osé lui dire qu'il était sur une pente ou bien s'il était une mauvaise voie. Et c'est ce qui est en train de se répéter. Plusieurs personnes l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, on lui a remis le bâton carrément entre les mains. Aujourd'hui, on va le fouetter. Tout à fait. Donc, il se met à l'aise et il fait des propositions. Et je le dis, c'est une proposition parce que chacun des acteurs est libre d'accepter. D'ailleurs, on a Senghor et Yaya qui sont sur le point de céder, comme le disent certains médias. Donc, ça reste une proposition. Non. Si chacun des autres acteurs, des autres candidats se mettait d'accord et refusait cette offre, parce que quelque part, il est en train de faire un schéma, en train d'imposer un schéma, qui est celui qu'il a dessiné lui-même, qui est celui qu'il a décidé lui-même. Il a même donné les postes de premier vice-président, deuxième vice-président et conseiller. Donc le schéma est déjà tout dessiné. Mais à chacun des candidats, s'ils n'y ont pas bénéfice, justement, de refuser l'offre. C'est pour ça que je parle de proposition. Maintenant, pourquoi je dirais que ce n'est pas une proposition? Maintenant, pourquoi je dirais que c'est une proposition factice? Vous savez, le comité d'éthique de la CAF, lorsqu'elle a donné la liste des candidats retenus, Motsepe n'en faisait pas partie. Il y avait deux. La première liste. La première liste. Ouais. Motsepe s'est retrouvé sur la liste quoi, par injonction de la FIFA. Et comme par enchantement, c'est ce Motsepe-là qu'on demande... Aujourd'hui, c'est lui qui devient président. Quelqu'un même qui à l'origine au départ... Vrai, c'est lui qui est proposé, en fait, qui est dans les starting blocks de la FIFA. Oui, qui est en pole position, en fait. Élisée et Rayana aussi, Brice, le bon problème, c'est pas le nom de celui qu'on propose. Moi, je pense que... C'est le principe. Justement, c'est le principe. Si ça avait été Jacques Anouma, moi, j'aurais dénoncé pareil. Je donne l'exemple. En parlant de consensus, mais vous savez que Jacques Anouma et le président mauritanien et le président sénégalais Senghor étaient en discussion depuis longtemps. Pourquoi? Quand on parle de... Pourquoi je ne sais pas une proposition ouest-africaine. Parce qu'ils militaient pour qu'il y ait une candidature de leur région. C'est ça. Et donc, l'histoire du consensus, je veux dire que ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais c'est le fait que l'autre, il prenne son avion de la Suisse, ils viennent au Maroc, et on fait convoquer les autres, tout le monde vient, ce n'est pas une proposition. Il va en Mauritanie, il va au Sénégal, il va au Maroc, il va au Rwanda rencontrer Motsepe. Ce n'est pas une proposition. Et puis ils se sont retrouvés à huis clos et dit, bon les gars, voici ce que vous devriez accepter. Et donc ça, déjà la démarche même dérange. Mais la FIFA, comme il a dit, est habituée, a habitué justement l'ensemble des analystes et des amoureux du football à ce genre d'intrigue. Monsieur André Bois, j'ai l'impression que la démarche ne dérange que vous, sur le plateau, vu que de ce qu'on entend derrière les portes, les candidats mauritaniens et sénégalais seraient prêts à accepter cette proposition. Justement. Mais est-ce que vous savez ce qu'on a proposé à Jacques Anouma? Et on leur propose des postes de vice-président, on propose un poste de conseiller à Jacques Anouma.
Mais quand même, Jacques Anouma, pour ce qu'il a fait dans le football en Afrique et dans le monde, on ne peut pas aussi le réduire jusqu'à ce niveau quand même. Et c'est justement sûrement pour ça qu'il a refusé de se rallier. On lui a proposé le poste de vice-président. Mais Brice, maintenant... C'est vrai qu'aujourd'hui, le Sénégal brille par son équipe nationale et tout ça, mais on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire reste une grande nation de football. Nous, on a écrit les belles lettres du football africain, donc on mérite un minimum de respect. Mais maintenant, si on a ce schéma, quel serait l'impact sur la candidature de Jacques Anouma? Ça réduirait énormément ses chances. Non, si on a ce schéma, je pense que le poste de conseiller spécial n'est pas un poste, on va dire... un sous-poste n'est pas un sous-poste forcément. C'est pas moi, c'est vraiment pas... Je dis, après, ils peuvent, les 4 candidats, le consensus a toujours existé dans le football. Parce qu'on suppose... Même au-delà du football, là, la dernière fois, on avait vu pour la dame qui avait été au niveau de l'organisation du commerce. Oui, du commerce, voilà. Même au niveau des États, souvent, c'est les consensus, ils arrivent parce que d'autres candidats, parce qu'on n'a pas envie de se batailler, parce que le but du jeu, c'est qu'on va travailler pour une cause commune. Donc, très souvent, à ces niveaux-là, on parle de consensus. Donc, le consensus, ce n'est pas un problème. Je le dis, le fait... Mais c'est qui propose le consensus? Le fait même, voilà, qu'on vienne... La CAF est là. Les affaires de la FIFA, c'est juste de dire, vous avez des règles, faites-les respecter. Est-ce que vos règles sont respectées? Nous, on les valide. La commission de gouvernance... Vous avez l'impression que la FIFA est jugée par... Attention, on ne dit pas la commission de gouvernance. C'est même plus grave. Il y a une commission de gouvernance qui est présidée par un de nos compatriotes. Ouais. Maître Brizouabi, qu'on en parle. Oui. Maître Brizouabi a pris tout un ensemble de mesures. Lui et sa commission, ils sont indépendants. Ouais. La FIFA n'a pas à venir contredire cette commission de gouvernance et d'éthique. De quoi parle-t-on? Une commission existe, elle fait son travail normalement. Donc, c'est tous ces actes-là qui sont entachés justement d'infantilisation et de manque de respect totalement au football africain. En tout cas, c'est l'avis de notre candidat ivoirien qui d'ailleurs ne sont pas prêts de se laisser prendre par cette stratégie, par ce schéma. Donc on pourrait très vite se retrouver avec un schéma, les 3 contre voilà, parce qu'après il y a des demandes d'explication sur le processus de financement. Ahmad Ahmad a fait tomber le grand Issa Hayatou, alors que personne n'y croyait. Moi, je pense que les pays africains qui vont peut-être nous entendre ou d'autres doivent comprendre que ce n'est pas à la FIFA d'imposer un triumvirat. Et si la FIFA veut faire ça, vaut mieux voter l'autre candidat qui s'appelle Anouma ou je ne sais pas. Vous voyez, moi, il y a certains éléments quand même qui m'amènent à comprendre que tout ça, c'était planifié. Le comité de normalisation dans lequel on se retrouve aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir, la tenue que prend ces élections, on comprend d'où est venu le comité de normalisation. Est-ce que vous savez, parce que ça nous fragilise, effectivement. Permets-moi juste de rajouter qu'il y a un analyste qui nous avait dit, vous verrez, la candidature de Jacques Anouma sera malmenée avec cette histoire de... Mais le fait qu'on soit sur la normalisation, ça nous fragilise. Des explications sur sa source de financement. Il y a un certain nombre de choses. Ils ont évoqué que c'était des financements qui devraient venir des autorités ivoiriennes. Attendez, en tout cas, ça a été clarifié. Macky Sall a envoyé des délégations pour parler aux autres pays par rapport à la candidature de Senghor. Et il n'a pas reçu de courrier, enfin, à part ma connaissance. Pourquoi Jacques Anouma? Pourquoi? Et donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que la FIFA est dans un parti pris assez terrible. En tout cas, dans les prochains jours, on aura le fin mot de cette histoire. Et d'ailleurs, André, je vous commets à suivre ce dossier. Voilà. Après, Jacques Anouma, lui, il a été très clair. Il ne peut pas prendre de décision sans recourir au chef de l'État. Parce que c'est une candidature nationale. Donc il faut qu'il échange avec le chef de l'État avant de faire une décision. En tout cas, quand il aura recours au chef de l'État, je vous commets. À la tâche de nous faire le point. Voilà, chacun a sa commission. Merci, messieurs, mademoiselle, d'avoir été sur ce plateau-là pour décrypter l'actualité. Oui, c'est déjà fini, monsieur André-Bois. Merci à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous retrouve lundi sur ce même plateau-là. Demain, vous avez rendez-vous avec Connie et sa girl, ici même, pour un live week-end, toujours aussi top. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Cha, 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 cha.